Alors, bonjour. Cette fois-ci, le vidéo va porter sur un quartier montréalais intéressant. C'est Saint-Léonard. C'est un quartier qui maintenant qui est rendu une banlieue avec le métro qui va s'urbaniser dans les prochaines années. Et si on remonte au début de l'histoire de la colonisation à Montréal, on va voir que c'est un lieu qui a beaucoup évolué à travers les époques. Vous avez une carte ici qui représente ce qu'on appelait les côtes. Les côtes, c'est pas une pente, c'est pas une butte, c'est un chemin. À l'époque du régime français, il y a un réseau de chemins qu'on appelle les montées et les côtes. Les montées, c'est habituellement des chemins qui vont aller dans un axe nord-sud pour Montréal, c'est-à-dire pour traverser l'île d'une rivière à l'autre. Tandis que les côtes, c'était des chemins qui faisaient face à la rivière, puis il va y avoir des chemins qu'on va appeler des côtes aussi, qui sont en arrière de ceux-là. On va coloniser le bord de l'eau, puis ensuite, on va aller à l'intérieur des terres dans la plupart des cas. Alors, vous avez devant vous ici un plan qui représente des côtes. Les côtes, c'était aussi les chemins où on allait faire aussi du lotissement, où les gens allaient s'établir. Les montées, c'était pour passer d'un rang, on disait rang aussi pour une côte, un rang de colonisation où les gens habitaient. Alors, les montées, c'était pas nécessairement pour ça, mais c'était pour de se rendre d'un lieu où il y avait des habitations, des noyaux villageois. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle la côte Saint-Michel. La côte Saint-Michel, c'est aujourd'hui la rue Jarry. Si on va un petit peu plus vers l'ouest, c'est Crémazie. Alors, ici, on est plus sur la rue Jarry. Et vous allez avoir aussi la montée Saint-Michel qui va ouvrir vers 1730 à peu près. Et la côte Saint-Michel, Jarry, en 1699. Au coin de cet endroit-là va se former un petit hameau et une partie de la côte Saint-Michel. Éventuellement, on va l'appeler aussi la côte Saint-Léonard. Alors, ici, il y a une représentation un peu du secteur. Vous avez la côte Saint-Michel ici, alors qu'on appelle déjà la côte Saint-Léonard, ici à cet endroit-là. Et vous avez la montée Saint-Léonard ici, qu'on pourrait décrire comme étant un peu la, l'accordaire. Alors, vous avez donc un endroit où vous avez des petits lotissements. Ça, c'est un plan qui est à peu près au 19e, fin 19e, début 20e siècle. D'ailleurs, on voit ici la mention quarry, c'est-à-dire qu'il y avait des carrières aussi à cet endroit-là. On a un document qui explique qu'on va ouvrir des chemins. C'est un document qui date du régime français. Alors, le Saint-Léonard a des origines qui remontent donc au régime français. Saint-Léonard, donc, c'est la ruralité. Un jour, avec l'amélioration des transports, ça va devenir la banlieue. Puis un jour, ça va devenir un quartier urbain. Et ça va le devenir plus dans les années à venir, car au moment où je vous parle, on est en train de prolonger la ligne bleue. Alors, voici un peu une carte de Montréal aujourd'hui. Vous avez le quartier Saint-Léonard, qui a été une municipalité. Saint-Léonard aussi a déjà été plus grand, hein. Anjou en faisait partie. Vous aviez une section qui était un peu plus villageoise. Il y avait un monde agricole, mais il y avait un noyau villageois où il y avait les services, comme l'église, les écoles, les trucs comme ça, bureaux de poste, etc., etc. Tandis que les fermiers qui habitaient un peu plus loin, ben, ils habitaient dans des lieux où étaient moins desservis. Alors souvent, quand le territoire commence à s'urbaniser, les gens moins desservis, ils vont créer leur propre municipalité pour se donner des services. Anjou, je crois que c'est né en 1956, lorsqu'ils vont se détacher de Saint-Léonard. Il y a un livre qui a été fait sur l'histoire de Saint-Léonard et j'avais trouvé cette photo-là vraiment intéressante pour vraiment illustrer que Saint-Léonard, c'est un monde agricole. D'ailleurs, il y avait un dénommé Delorme qui on voit ici à Beauport en plein concours agricole. Alors, c'était le champion pour ensemencer le sol. Alors, bravo, Monsieur Delorme. Une photo du milieu du 20e siècle. On pourrait penser que c'est début 20e siècle et même avant. On est sur la rue Jarry. Alors, vous voyez la maison qu'on voit. Quand on pense à Saint-Léonard, c'est très urbanisé avec l'autoroute métropolitain qui est là. Mais on oublie qu'il y a eu des petits noyaux villageois à cet endroit-là.
Puis la rue Jarry, dans le coin entre Lacordaire puis l'Angelier, il y a un petit, c'est intéressant au point de vue de l'héritage architectural qui est là. Il y a des beaux bâtiments anciens, comme cette maison-là. J'ai une photo ancienne de la maison d'Agenais, qui est près de l'église de Saint-Léonard de Port-Maurice, qu'on disait. Alors la voici aujourd'hui. C'est une belle demeure qui est vraiment qui date des années 1780 là. Je pense que c'est 1780 pour être précis, effectivement. Alors, elle a certains attributs du régime français. Elle est bâtie sur le sol parce qu'on n'était pas encore bien adapté aux hivers. Et une des caractéristiques aussi des maisons qui ont, on pourrait dire, des éléments des maisons du régime français, c'est l'ouverture des fenêtres. Ils sont pas symétriques par rapport à l'emplacement de la porte. Ça donne pas un avantage, ça donne pas un désavantage. C'est juste, c'est une coutume qu'on retrouvait à l'époque du régime français. Alors, souvent, les maisons qui vont être bâties après le régime français, ben, les artisans n'ont pas changé leur façon de bâtir des maisons. C'est un savoir-faire qui se passait souvent de père en fils. Alors, pendant plusieurs générations encore, il va y avoir des maisons de style régime français qui vont se bâtir après le régime français. C'est une belle petite maison avec. Il y a peut-être une modification car c'est un bâtiment qui a été la proie des flammes en 1910. Il y a eu, à mon avis, il y a eu le prolongement du toit. Parce que le prolongement du toit, c'est pas typique des maisons du régime français. C'est plus une adaptation du 19e siècle. À l'époque du régime français, la toiture se terminait au mur. Il y avait un petit peu, on dépassait un peu pour protéger les murs des infiltrations d'eau, mais on n'était pas encore bien acclimaté à l'hiver, fait que la neige tombait devant la porte quand ça glissait sur la toiture. Et c'est un bel édifice, bien humble, mais avec une belle toiture qu'on dit, avec des tuiles en longueur, qu'on dit à la canadienne, en baguette, pardon. Et vous avez en haut des fenêtres ce qu'on appelle des épis. C'est très joli. Très humble, mais très joli. On trouve plusieurs maisons sur Jarry qui sont vraiment d'une autre époque, d'un autre mode de vie. Vous avez une maison qui a été construite par une famille Gervais et il y a des rois qui vont rajouter des années 1840 la partie que vous avez ici du côté est de l'édifice. Fait que vous avez une première partie qui avait été bâtie vers 1770 et on retrouve les éléments de l'architecture de la colonie française, dont la symétrie des fenêtres. Alors, vous avez des bâtiments construits beaucoup plus tard, après le régime français, mais on voit toujours une asymétrie des fenêtres, construits près du sol. Donc, c'est des choses typiques de cette architecture-là. Les maisons que je vous ai montrées, il y en avait certaines qui sont disparues. Ça faisait un noyau villageois. Éventuellement, il y a assez d'habitants qu'on va se créer une nouvelle paroisse, la paroisse Saint-Léonard de Port-Maurice. Et éventuellement, l'année suivante, on va créer même une municipalité. Le territoire va se détacher en partie d'un territoire qu'on appelait le Saurécollet et Longue-Pointe, hein. Alors, c'est un territoire qui donc va commencer à élire ses marguilliers, puis éventuellement ses élus municipaux. Puis le coin villageois de Saint-Léonard, c'est vraiment près de l'église. L'église qui date des années 1880, faite par les architectes Perrault et Ménard, à qui on doit le monument national sur le boulevard Saint-Laurent, hein. Alors, une belle église, petite, pour un petit village, mais vous allez voir, elle a bien son charme. Puis aussi, elle a changé à travers les époques, parce que en 1930, elle a subi un incendie assez sévère. D'ailleurs, on le voit ici, le lendemain de l'incendie, c'est assez particulier. Alors, il y avait le presbytère qui était épargné par les flammes. Le presbytère qui avait déjà été en bois, parce qu'il y avait déjà eu un incendie en 1910. Rappelez-vous, quand je parlais de la maison d'Agenais, il y a une partie de la maison d'Agenais qui avait passé au feu, surtout à l'arrière, ces bâtiments secondaires. Puis ça avait touché aussi le presbytère, parce que les deux sont pratiquement côte à côte. Alors, le presbytère qui était en bois à l'origine, qu'on l'a fait en pierre par la suite. Alors, les gens se réjouissent. Un an après, on a reconstruit l'église. Alors, pour vous dire à quel point l'église était le noyau d'une paroisse, des habitants. Alors, la place de l'église, de la religion autrefois. Surtout au point de vue, pas nécessairement spirituel, mais au point de vue de l'organisation sociale. C'est un lieu de rencontre. C'est là qu'on célèbre plusieurs moments de la vie, là, les mariages, les décès, les baptêmes.
etc. C'est une église intéressante aussi parce qu'à proximité, il y a beaucoup d'églises qui ont déjà eu des cimetières adjacents à leur territoire, à leur terrain, mais souvent l'espace a fini par manquer, fait qu'on on a déménagé le cimetière ailleurs, tandis qu'ici, il est toujours adjacent au terrain de l'église. Enfin, ça fait une belle petite promenade en arrière de l'église, c'est très agréable. Vous avez le charnier en arrière là, pour quand c'est l'hiver, on ne peut pas enterrer les corps. Alors, je ne sais pas s'il sert encore, mais autrefois, le charnier, c'est ça que son utilité. Près de l'église, on trouve une belle croix de chemin. Euh, Elle était située à un autre endroit éventuellement. Fait qu'on, elle a été remplacée à plusieurs reprises. Puis elle a cette apparence maintenant, elle est devant l'église avec son beau petit coq en haut. Je ne sais pas si c'était pour faire référence aux Français. Peut-être pas. Alors, la croix de chemin, c'est quelque chose aussi qui est typique du monde rural aussi, hein. Alors, c'est souvent un point de repère. C'est un lieu où souvent on va ériger une croix parce qu'on n'a pas encore lieu de culte pour se recueillir. Ou sinon, c'est pour commémorer une tragédie qui s'est passée à tel endroit. Fait que probablement que c'est une croix qui a été déménagée et installée à cet endroit-là. Vous avez une maison au coin de Lacordaire et Jarry, la maison Gagnon, qui est un premier signe d'urbanisation du secteur, parce que c'est pas une maison de fermier, c'est une maison un peu de banlieue, avec la galerie à l'extérieur pour profiter du bel air, avec une architecture victorienne qui est vraiment pas courant à l'époque dans le secteur. Alors, c'est dans les premières maisons qu'on pourrait dire qui ne sont pas rurales dans Saint-Léonard. Puis l'usage de la brique aussi, qui était peu commun dans ce coin-là autrefois. Ça, c'est une vue aérienne de Saint-Léonard. C'est après 1948. Sur la photo, c'est écrit, sur la diapositive, c'est écrit 1948. Mais je commence à avoir des petits doutes parce que vous avez une photo, une représentation d'un projet de coopérative d'habitation qui a commencé dans les années 50. Alors, donc, la datation ici, j'ai fait une erreur, je suis coupable. Alors, je m'excuse. Et ici, en passant, si vous voyez ma souris qui s'agite, on voit un peu l'église que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, vous voyez toutes les terres agricoles qu'il y avait autour. D'ailleurs, vous savez, le Saint-Léonard, son surnom, ça a été pendant longtemps le Jardin de Montréal. Il y a plusieurs endroits à Montréal comme ça, comme l'ancien village de Saint-Laurent, là, l'arrondissement Saint-Laurent. Alors, la coopérative d'habitation de Montréal va faire un grand projet dans Saint-Léonard, le plus grand projet d'habitation, de coopérative d'habitation au Canada à ce moment-là. Est-ce que ça l'a changé par la suite? Est-ce qu'il y a eu d'autres projets plus ambitieux? J'ai pas encore l'information, mais à l'époque, ça l'était. Alors, on va construire des 655 maisons à peu près 6 ans. Alors, c'est une construction extrêmement rapide. Car je dois vous rappeler qu'à partir des années 30, c'est la crise économique et la Deuxième Guerre. C'est une période où il n'y a pas de construction domiciliaire. Puis en revenant de la guerre, il va y avoir le baby boom. Alors, il va y avoir un manque d'espace pour loger la population, surtout en ville. Alors, on va inciter à la construction. D'ailleurs, les municipalités et les gouvernements vont aider des coopératives en, par exemple, en absorbant la taxe municipale, un taux d'hypothèque qu'on va absorber pendant tant d'années. Alors, il y avait des politiques qui aidaient les gens à faire l'acquisition d'un terrain et d'une propriété, ici sous forme de coopérative. Alors, à Saint-Léonard, c'était le premier noyau, pour dire, urbain qui apparaît dans ce coin-là. Il va y avoir d'autres habitations qu'on appelle des bungalows qui vont apparaître par la suite. Ici, on est sur la rue qui est vraiment collée sur l'église. Puis d'ailleurs, la maison ancienne, la maison d'Agenais. Ça, c'est les types de maisons de coopératives qui se faisaient bâtir dans Saint-Léonard. Il y en a eu plusieurs modèles, mais celui-là, c'était le principal qu'on va retrouver, car il était moins cher que les autres. Il était plus accessible. Donc, c'est des Canadiens français qui s'en viennent, pour dire, s'attacher à une propriété, car à cette époque-là, le Canadien français en ville est essentiellement locataire. Alors, il y a eu des petites phases avant avec la maison de vétérans, par exemple, ou les gens qui se font bâtir des petites maisons shoebox au début du 20e siècle. Mais des maisons de cette taille-là, avec un terrain, c'était donc le Canadien français qui va s'installer, qui est issu de la classe populaire, qui va s'installer sur une propriété. Il devient propriétaire. C'est la naissance de la banlieue.
Il y a quelque chose qui est déterminant aussi pour Saint-Léonard, puis bien des municipalités, maintenant des arrondissements qui sont près du métropolitain. Il y en a beaucoup que c'était des lieux agricoles ou peu développés. L'arrivée du métropolitain et la popularisation de l'automobile, parce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, l'automobile n'était pas si utilisé que ça à Montréal et en général, hein. Alors, les autoroutes vont apparaître. Et ça va permettre de, comment je peux dire, de délocaliser une production loin du port de Montréal, des quartiers ouvriers le long du fleuve. Donc, il y a des municipalités qui vont attirer des manufactures, des usines, des entreprises dans leur municipalité grâce aux métropolitains, grâce au camionnage. On peut faire venir du matériel, des matières premières, fabriquer des choses puis les exporter. C'est ça que ça va faire. Et ça va permettre aux municipalités de ces secteurs-là de plus faire reposer le fardeau fiscal seulement sur les habitants, sur le résidentiel. Alors, ça va permettre un développement de grappes industrielles dans des endroits comme Saint-Michel, Saint-Léonard, même à certains égards, Montréal-Nord, un petit peu plus loin. Alors, donc, ça va permettre aussi à des gens de penser aussi à aller habiter un peu plus loin que les quartiers ouvriers. Alors, les gens vont souvent suivre leur emploi. Alors, les emplois qui se créent un peu plus loin du centre-ville ou des quartiers ouvriers vont aussi entraîner une population à aller s'établir là-bas. Alors, le métropolitain, Dieu que c'est laid, mais ça va avoir des retombées pour ces municipalités-là à l'époque. D'ailleurs, les chiffres sont assez éloquents pour Saint-Léonard. La population va croître à travers les années d'une manière assez exponentielle. Les premières décennies, c'est quand même assez humble, là, 326, 925 à 1956. Mais, vous voyez, après l'arrivée du métropolitain, ça change complètement. Alors, c'est des terres agricoles vont devenir une banlieue, puis on s'est rendu un quartier urbain maintenant, pas tout à fait urbain, mais avec le métro, ça s'en vient. Euh, Quand on pense à Saint-Léonard, on pense aussi à nos amis italiens. Je rappelle que les premiers Italiens s'établissent proche du port de Montréal. C'est là qu'il y avait des emplois avec les compagnies ferroviaires, les compagnies portuaires. Alors, il va s'établir dans le coin de la rue Ada-Degen et la rue René Lévesque, une paroisse italienne en 1905 qui va s'appeler Notre-Dame du Mont-Carmel. Cette paroisse-là, éventuellement, ben, les Italiens vont la quitter, vont aller dans la petite Italie parce que bon, l'air est meilleur, c'est moins salubre. Parce que le vieux port de Montréal, puis les quartiers populaires dans ce coin-là, c'est pas peut-être l'endroit le plus salubre, le plus calme pour élever une famille. Donc, on commence à s'éloigner. Plus tard, ben, l'arrivée du métropolitain va amener aussi pas juste des Canadiens français, des gens issus de l'immigration qui vont suivre également en voiture, qui vont aller à Saint-Léonard, à Montréal-Nord, à Saint-Michel, à Rivière-des-Prairies. Et vous savez, aussi quand on pense à l'immigrant, dans ce cas-ci italien, ben, le mouvement de migration n'est pas terminé des fois dans leur tête tant qu'il n'y a pas l'acquisition d'une propriété. Alors, encore l'acquisition d'une propriété, c'est important. Alors, éventuellement, la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est deux peuples. Et éventuellement, c'est la paroisse de la Petite Italie, Notre-Dame de la Défense, qui va être vraiment la paroisse la plus importante pour les Italiens. C'est un déménagement que la paroisse va connaître en 1965. Alors, c'est probablement ce qui va expliquer la grande présence d'une communauté italienne dans Saint-Léonard. On crée une paroisse de la communauté italienne qui était déjà existante et elle vient s'établir dans Saint-Léonard. Alors, ça explique pourquoi il y a aussi de beaux jardins dans Saint-Léonard. Qui dit jardin dit italien, hein. Dans certains parcs dans Saint-Léonard, donc aussi un témoignage du passage dans l'histoire de Saint-Léonard par les Italiens. On voit un personnage qui représente l'immigrant italien, hein. Il est sur une sphère, car l'Italien, au début 20e siècle et même un petit peu avant, commence à migrer, puis il pensait toujours revenir chez lui avec l'argent qu'il avait gagné à l'étranger. Alors, l'Italien était reconnu pour être un grand voyageur, puis qu'il revenait, il avait toujours espérance de revenir à la maison pour s'acheter une terre. Il y en a plusieurs éventuellement qui vont se fixer pas en Italie, mais qui vont se fixer au Canada dans ce cas-ci.
Mais l'italien, qu'on appelait aussi le ritornato, le gars qui va éventuellement retourner. Mais cette œuvre d'art publique-là nous rappelle que ben, il n'est pas retourné, il est resté ici. Les Italiens aussi se mêlent pas trop de politique, mais dans Saint-Léonard, il y a une crise linguistique. C'est l'époque fin des années 60, début des années 70. Il y a eu la loi, le Bill 63 de l'Union nationale qui incitait les anglophones et les immigrants à aller à l'école francophone, ce qui va pas fonctionner. Vous allez avoir ensuite le Bill 22 avec le Parti libéral. Même chose, incitation qui ne va pas fonctionner. Alors, éventuellement, il y a le Parti québécois qui arrive au pouvoir et en 1976, en 1977, c'est par la coercition, oui, qu'on va choisir que le parcours scolaire des enfants immigrants va se faire en français. Et quelques années avant, en 1969, il y avait eu une élection scolaire à Saint-Léonard et c'était le parti du MIS, le Mouvement pour l'intégration scolaire, pour la francisation des enfants. Euh, il y avait eu donc une rencontre dans une commission scolaire, il y avait une assemblée, puis la bagarre avait éclaté. Et une semaine après, les gens du MIS étaient venus faire une manifestation dans Saint-Léonard. On les voit en haut à droite ici, là. Et on avait aussi l'ancien boxeur Régis Chartrand, qui était un grand défenseur de la langue française, un militant pas mal, pas dire saucé, un peu échaudé, mais qui aimait mettre peut-être un peu des tisons sur le feu, mais euh, un personnage qui est vraiment, qui avait joué un rôle médiatique important à l'époque. Alors, il faisait partie aussi des chevaliers de la langue française, les chevaliers du Québec aussi. Il avait fait des combats pendant aussi avec des fédéralistes pendant le référendum de 1980. Ça se trouve en ligne. C'est un personnage haut en couleur et qui affirmait son nationalisme. Il y a une maison dans Saint-Léonard qui vient d'être démolie. C'était la maison d'un dénommé Lavigne. C'est lui qui dirigeait le mouvement pour l'intégration scolaire. C'est un monsieur, je pense, qui avait une vingtaine d'enfants. Une dizaine d'enfants qui étaient à lui, puis il avait adopté une dizaine d'enfants aussi. C'était un personnage aussi typique de Saint-Léonard, peut-être, on ne le sait pas. Alors, lors de la manifestation qu'il y avait eu à Saint-Léonard, bon, on avait dû dépêcher la Sûreté du Québec pour vraiment séparer les belligérants, parce que la bagarre avait éclaté, puis même le maire de Saint-Léonard avait déclaré la loi de l'émeute pour que les gens soient forcés pour rentrer chez lui, parce que ça avait été vraiment très grave. Les débordements avaient été sévères, là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un film documentaire qui a été fait là-dessus. Allez voir ça, La bataille de Saint-Léonard. Derrière la maison Gagnon, on a parlé tantôt de la maison bourgeoise avec la petite galerie en L. On trouve cette œuvre d'art publique-là, qui nous rappelle aussi le passé agricole de Saint-Léonard, hein. On voit ici un personnage qui est un sommeur. La maison de Monsieur Lavigne, qui a été construite par un Corbeil à la fin du 19e siècle. C'est un bâtiment qui était de belle qualité, mais qui était abandonné pendant très longtemps. Alors, malheureusement, ça a été rasé il n'y a pas longtemps, là. Alors, j'avais pris des photos de l'intérieur, même j'avais été faire un commando plus ou moins légal, alors faut pas m'en vouloir pour ça, mais c'était une perte totale, c'était irrécupérable. Puis je pense qu'il y a eu un incendie dans les derniers temps, puis ça a donné le coup de grâce à la structure de l'édifice. C'est dommage. Et dans le secteur aussi de l'église, il y a un CPE sur la rue de Collerette. C'est près de Lacordaire. Euh, je pensais à l'origine, c'était des bâtiments de ferme qu'on avait reconvertis. Ah non, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit dans cette forme-là, d'un bâtiment de ferme. Mais c'est un CPE. Alors, peut-être qu'on a voulu faire un clin d'œil au passé agricole de Saint-Léonard. En passant, on voit le clocher de l'église tout près ici à l'arrière. Dans Saint-Léonard, sur la rue Jarry, on voit encore des bâtiments comme ça. Des bâtiments qui ont été malheureusement tellement modifiés que probablement qu'ils ont perdu leur protection patrimoniale car les matériaux d'origine sont pratiquement plus là. Puis il y a toute une déformation qui a été faite. Puis c'est pas laid non plus, là, ce qu'on voit là, là. Mais le bâtiment a perdu. Il a encore sa forme, mais il a perdu tous ses matériaux, grosso modo, qui lui donnaient un intérêt patrimonial et historique. Alors, et sur Jarry, souvent, on va voir des maisons comme ça.
et des gros bâtiments, des tours d'habitation, des choses comme ça. Alors, on voit qu'il n'y a pas eu trop de plans d'urbanisme dans Saint-Léonard. Fait que c'est un petit survol rapide de Saint-Léonard, en espérant que ça vous a plu. Visitez mon site web. Là, en ce moment, le mois de mars débute. On est en 2026. Ma saison de visite guidée va commencer. Ouais, en fait, j'en fais l'hiver malgré tout, malgré l'hiver. Alors, vous pouvez aller consulter mon site. Alors, des belles visites à venir, des conférences et d'autres genres d'activités. Alors, hey, au plaisir.